le monde croit connaître la Reine des Neiges. Elsa, Anna, Olaf, Libéré, délivré. bref, tout un patrimoine auditif dont certains parents ne se sont jamais totalement remis. Sauf que dans le conte original d'Andersen, il n'y a pas Elsa, pas Anna, pas Olaf, pas Arendelle, et surtout, la Reine des Neiges n'est même pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est un miroir fabriqué par le diable. Dans Frozen, la glace sort des mains d'Elsa, chez Andersen, elle entre dans l'œil d'un enfant. Disney n'a pas seulement adapté la Reine des Neiges, il a gardé la glace, mais il a oublié la victime. Et peut-être que cette victime-là, vous la connaissez. C'est pour ça qu'on s'est trompé de conte. Demandez à quelqu'un de vous résumer la Reine des Neiges. Il vous parlera d'une reine qui contrôle la glace, d'une princesse qui part la chercher, d'un bonhomme de neige qui rêve de bronzer, et statistiquement, il y a une chance sur deux pour qu'il se mette à chanter sans y être invité. C'est ça la Reine des Neiges pour la plupart des gens. C'est un peu comme si vous disiez Robin des Bois et que tout le monde imaginait automatiquement un renard. Disney n'adapte pas seulement des histoires, parfois Disney finit par devenir l'histoire. Pour la plupart des spectateurs aujourd'hui, Frozen n'est même plus une adaptation de la Reine des Neiges. Frozen est devenue la Reine des Neiges. L'adaptation a tellement bien marché qu'elle a recouvert l'original. La version d'Andersen a presque disparu de nos mémoires. Et quand on met les deux côte à côte, on comprend pourquoi c'est un problème. Les noms ont changé, les personnages ont changé, le conflit, la morale et même la question que pose l'histoire ont changé. Frozen n'est pas une adaptation fidèle, c'est une réécriture très libre construite à partir de quelques éléments du conte original. La neige, le froid, un cœur gelé et une mystérieuse Reine des Neiges. Pour comprendre ce qui a disparu, il faut revenir au tout début. Pas à la reine, pas à la neige, à un miroir. Un miroir tellement mal conçu qu'il ferait passer les réseaux sociaux pour un outil de développement personnel. Un démon fabrique un miroir capable de déformer la réalité. Tout ce qui est beau, il paraît laid. Tout ce qui est bon, il paraît ridicule. Et tout ce qui est mauvais, il paraît plus grand, plus important, plus intéressant qu'il ne l'est. Un outil parfaitement conçu pour transformer n'importe quel repas de famille en règlement de compte avant le fromage. Le démon et ses disciples sont tellement fiers de l'invention qu'ils décident de l'emmener jusqu'au ciel, pour se moquer des anges et de Dieu, ce qui est déjà une idée qu'on pourrait qualifier d'audacieuse. En montant, le miroir leur échappe. Zut alors. Il tombe, il se brise en milliards de morceaux invisibles, dispersés partout dans le monde. Certains se logent dans les yeux des humains, d'autres dans leur cœur. Vous connaissez quelqu'un comme ça? Cette personne qui entre dans une pièce magnifique et repère immédiatement la seule ampoule qui ne fonctionne pas? Qui reçoit 10 compliments et passe la journée à ruminer la seule critique? Oh oui, vous voyez. Eh bien, selon Andersen, cette personne a peut-être un éclat de miroir dans l'œil. Parce que le mal dans ce conte n'est pas une armée, ce n'est même pas la Reine des Neiges, c'est une façon de regarder le monde. Frozen, lui, part déjà dans l'autre sens. Dans Frozen, le froid jaillit des mains d'Elsa, tout le monde peut le voir et surtout, elle est née avec. C'est son pouvoir, son identité. Chez Andersen, c'est l'inverse. Le froid s'installe dans le regard d'abord, puis dans le cœur. Personne ne le choisit, il vous arrive dessus de l'extérieur. Dans le conte, on ne souffre pas de ce qu'on est, on souffre de ce qu'on a reçu. Et cette première victime a un nom, Kay. Lui, il gagne le gros lot, il a un éclat dans l'œil et l'autre dans le cœur. Et Kay, Disney ne l'a pas gardé. Et pourtant, c'est sa blessure qui va tout déclencher, y compris l'arrivée de la vraie héroïne du conte. Kay disparaît presque immédiatement du récit. Dans n'importe quelle autre histoire, un garçon blessé, infecté par une vision déformée du monde, devenu froid, moqueur, cynique, deviendrait le personnage principal. Eh ben Andersen fait l'inverse, voilà. Kay est enlevé par la Reine des Neiges, emporté dans son palais de glace, et le personnage principal devient Gerda, la petite fille qui aimait ce jeune garçon. Une petite fille sans aucun pouvoir, sans magie, sans don particulier, juste une détermination absolue à aller chercher quelqu'un qui ne se souvient probablement plus qu'elle existe. On part pas sur un dos facile. Gerda va traverser des royaumes entiers, des saisons, des brigands, une magicienne qui lui efface la mémoire, armée de rien d'autre que l'amour qu'elle porte pour un garçon qui ne mérite objectivement pas autant d'efforts. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour quelqu'un qui ne peut plus vous aimer comme avant? C'est la question que pose Andersen, et sa réponse, jusqu'au bout du monde. Et quand Gerda retrouve finalement Kay, il est assis dans le palais occupé à assembler des morceaux de glace comme s'il essayait de résoudre un puzzle dont il aura oublié le sujet. Ce ne sont ni la force ni la magie qui le sauvent, ce sont les larmes de Gerda, qui tombent sur sa poitrine, font fondre l'éclat logé dans son cœur, et lui rendent la capacité de pleurer et d'aimer. Andersen ne pouvait pas être plus explicite. Ce qui a gelé l'amour ne peut être vaincu que par l'amour. Dans Frozen, cette question existe aussi. Anna part chercher Elsa, refuse d'abandonner, traverse les montagnes pour renouer un lien brisé. Disney n'a pas supprimé Gerda, il l'a coupée en deux. Anna garde l'amour inconditionnel, la détermination, le refus d'abandonner. Elsa récupère le mythe, la puissance, le mystère, la complexité intérieure. Andersen fait une héroïne de celle qui aime,
Disney fait une légende de celle qui souffre. Ce n'est pas vraiment la même histoire. Et pour comprendre pourquoi Disney a fait ce choix, il faut regarder ce qu'Elsa porte, et ce que Gerda ne porte pas. Le froid, mais pas le même froid. Chez Henderson, le froid vient d'un regard blessé. Kay ne perd pas seulement sa gentillesse, il perd la capacité de reconnaître ce qui mérite d'être aimé. Ce qui était beau devient ridicule, ce qui était tendre devient faible, ce qui était aimable devient méprisable. Le conte dit quelque chose de troublant, quelqu'un peut être encore là, devant vous, avec le même visage, la même voix, le même prénom, et pourtant ne plus vous regarder comme avant. Ce n'est pas le froid de la météo, c'est le froid de quelqu'un qui ironise sur tout, qui transforme chaque élan en faiblesse, qui vous regarde comme si la tendresse était une erreur de débutant. Bref, quelqu'un qui a remplacé son cœur par un comité de sarcasme. Chez Henderson, c'est ça le froid. Ce n'est pas un pouvoir, c'est une incapacité à aimer. Dans Frozen, c'est presque l'inverse. Elsa n'est pas froide parce qu'elle ne ressent rien, elle est froide parce qu'elle ressent trop. Elle a peur de blesser, de déborder, que ce qu'elle est devienne dangereux pour les autres. Libérée et délivrée en est l'incarnation exacte. Pas seulement parce que c'est une chanson devenue impossible à désinstaller de l'histoire de l'humanité, mais parce qu'elle raconte exactement ça. Quand Elsa chante, elle arrête de se retenir, elle arrête de s'excuser d'exister. Sauf que cette libération n'est pas encore une guérison. Elsa se libère, oui, mais elle se libère seule. Elle quitte le château, sa sœur, le monde entier. Elle se construit un palais fermé à double tour. Frozen ne dit pas « soyez vous-même et tout ira bien », ce serait trop simple. Et dans la vie, quand vous claquez une porte en disant « maintenant je suis moi-même », il reste quand même les factures, les relations abîmées, et quelqu'un dans la cuisine qui dit oui, enfin, on peut parler calmement aussi. Hein. » Elsa confond liberté et isolement. Chez Henderson, Kay est séparée de Gerda parce qu'il ne sait plus aimer. Chez Disney, Elsa est séparée d'Anna parce qu'elle a peur d'aimer en faisant du mal. Disney n'a pas seulement changé les personnages, il a changé le diagnostic. Du coup, le méchant ne peut plus être le même. Alors, où il est passé le méchant ? Dans le conte, la Reine des Neiges n'est déjà pas vraiment la grande méchante. Quand elle apparaît, le boulot est déjà fait. Le miroir a gagné, Kay est déjà incapable de voir le monde comme avant. La Reine des Neiges ne crée pas la blessure, elle la recueille. Et c'est peut-être le détail le plus étrange du conte. À la fin, Gerda sauve Kay, mais la Reine des Neiges n'est même pas là. Elle n'est pas vaincue, elle est partie voyager. Comme si le véritable combat n'avait jamais été contre elle. Le véritable adversaire du conte n'est pas une personne. C'est une manière de regarder le monde. Voir uniquement ce qu'elle est, ce qui manque, ce qui ne fonctionne pas. Le vrai méchant est invisible. C'est une corruption du regard, une maladie de l'âme. Dans Frozen, tout ça disparaît. À la place, Disney introduit Hans, le prince séduisant, le type sympatoche qui veut le trône. Mais si on enlève Hans du film, presque tous les problèmes sont déjà là. Elsa a peur, Anna souffre de l'éloignement, les deux sœurs sont incapables de se parler. Pour un méchant censé porter tout le conflit du film, c'est ce qu'on appelle une limite de carrière. Hans est le méchant officiel, mais ce n'est pas le vrai adversaire du film. Le véritable adversaire, c'est la peur de faire du mal, la peur d'être rejeté, de montrer qui l'on est. Elle touche Elsa, elle touche Anna, elle touche leurs parents, elle contamine chaque décision importante du récit. Hans trahit Anna, mais la peur, elle, trahit tout le monde depuis le début. Disney n'a pas supprimé le mal, il l'a déménagé. Avant une force extérieure qui déforme votre regard, maintenant une peur intérieure qui vous enferme. À ce stade, on pourrait avoir envie de conclure vite. Disney a pris un conte étrange, profond, symbolique, et on a fait un film avec des chansons, des robes, un renne et un bonhomme de neige qui réclame l'été alors qu'il est littéralement fait de neige. Mais ce serait passé à côté de l'essentiel. Disney n'a pas simplifié Henderson, il l'a traduit. Pas d'une langue à une autre, d'une époque à une autre. Henderson écrit au 19e siècle, dans un monde où le mal peut entrer en vous de l'extérieur, corrompre votre regard, refroidir votre cœur. Et ce qui sauve, ce n'est pas la puissance ni la révolte, c'est l'amour, la fidélité, la persévérance. Oui, ça sent un peu l'endoctrinement religieux. Gerda sauve Kay non pas parce qu'elle a un pouvoir, ni parce qu'elle était l'élue depuis le début, mais simplement parce qu'elle l'aime assez pour aller le chercher. C'est simple, presque trop simple pour nous. Parce que nous, aujourd'hui, on se méfie des histoires où l'amour pur résout tout. On a vu 2 ou 3 séparations compliquées, quelques repas de famille intenses, et suffisamment de groupes WhatsApp pour savoir que l'amour c'est très bien, mais ça ne se dispense pas toujours d'un peu de dialogue, de thérapie aussi, et parfois d'un déménagement. Disney raconte donc autre chose. Le problème n'est plus comment sauver quelqu'un dont le cœur a gelé, il devient comment aimer quelqu'un qui a appris à se cacher pour ne pas faire de mal. Henderson raconte le salut de l'autre, Disney raconte la peur de soi. Elsa est devenue une figure aussi puissante non pas seulement parce qu'elle a une robe sublime et une chorégraphie capillaire extrêmement professionnelle, mais parce qu'elle incarne une peur très contemporaine, la peur d'être trop différente, trop intense, trop dangereuse, trop ingérable pour rester aimée.
Disney ne recopie pas Andersen, il refait la même chose avec les peurs d'aujourd'hui. Andersen utilisait la magie pour parler d'un cœur qui se ferme, Disney utilise la magie pour parler d'une identité qu'on enferme. Et puis Disney possède une arme qu'Anderson n'avait pas, une chanson. Andersen avait un symbole, Disney lui donne une voix. Quand des millions de personnes chantent Libéré, délivré, elles ne chantent pas l'histoire de Gerda, elles chantent Elsa. Et c'est probablement à ce moment-là que l'imaginaire collectif bascule définitivement du conte vers Frozen. Mais ce que Disney gagne, c'est une histoire lisible pour notre époque. Le secret, la peur, l'isolement et la difficulté d'aimer quelqu'un qui s'est construit une forteresse pour ne plus être atteint. C'est ça la traduction. Andersen répondait avec une petite fille sans pouvoir, armée de rien d'autre que l'amour qu'elle portait. Disney répond avec une reine qui doit apprendre à ne plus transformer sa peur en prison. 2 siècles d'écart, 2 remèdes et suffisamment de produits dérivés très correctement négociés pour occuper le reste de nos vies. Mais au fond, les deux posent la même chose. Ce moment où le froid s'installe entre deux êtres et où l'amour ne sait plus très bien comment passer. Alors, est-ce que Frozen est une mauvaise adaptation de La Reine des Neiges? Pas vraiment, parce que Disney n'a pas adapté Andersen, il l'a traduit. Et c'est comme toutes les traductions, celle-là en dit autant sur le traducteur que sur le texte d'origine. Les contes traversent les siècles parce qu'ils parlent de choses universelles, mais chaque époque les réécrit à sa manière. Elle garde les symboles et elle change les peurs. Andersen avait peur du cœur qui se ferme, Disney a peur du cœur qui se cache. Et vous connaissez les deux. On ne s'est pas trompé de film, on s'est trompé de conte. Dites-moi en commentaire, vous en ce moment, vous êtes plutôt Gerda ou plutôt Elsa? Celle qui part chercher ou celle qui a construit des murs? Et pensez à l'abonnement, ça va vous libérer et même vous délivrer. Merci à vous et à très vite derrière l'écran.